Alors, je suis particulièrement heureux, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Maroun Awad, notre collègue, directeur de recherche au Centre Jean Pépin et responsable de notre groupe de philosophie arabe. Et je vous remercie, cher Maroun, d'honorer notre invitation. Je tiens aussi à vous remercier de votre fidélité, de votre assistance assidue à notre séminaire, et non seulement la vôtre, mais aussi celle de vos collaborateurs et de vos étudiants que je salue aussi, que je reconnais nombreux aujourd'hui, que vous avez invité à nous rejoindre, et non seulement aujourd'hui, mais déjà pour les séances précédentes. Et je suis effectivement très touché de l'attention que vous portez à nos projets. Alors, je ne vais pas rappeler votre œuvre considérable. Je dirais simplement que vous êtes dans le sillage de votre maître, le regretté Pierre Tillet, l'un des premiers à avoir compris l'importance de la transmission de la philosophie antique au monde arabe. Importance pour la philosophie arabe, certes, mais aussi pour la philosophie antique, tant il est vrai que la philosophie arabe a conservé, à travers les nombreux manuscrits de philosophie qui nous restent et que vous ne cessez de traquer dans les fonds du monde entier, toute une part, donc à conserver toute une part de la philosophie antique que la tradition byzantine ou latine avait perdue, de sorte que le dialogue entre ces deux ou trois traditions est de la plus haute importance pour comprendre l'héritage de la philosophie antique. À ce titre, vous pilotez un des plus importants programmes de recherche au monde sur la question, ce qu'on appelle dans la recherche française un domaine d'intérêt majeur, consacré au répertoriage et à la description détaillée des manuscrits dans les bibliothèques du Moyen-Orient et d'ailleurs. Un programme qui promet des découvertes majeures pour nos recherches, mais je n'en dis pas plus, je tiens à rester discret sur ces questions importantes. C'est dire aussi, cher Maroun, l'intérêt de votre intervention sur la tradition arabe de la République et en particulier sur son commentaire par Averroès, intervention qui viendra ainsi conclure dignement notre cycle semestriel sur la République. Je remercie, cher Pierre. Je remercie les autres organisateurs, Monsieur Brisson et Monsieur Hoffman, de m'avoir invité à parler dans ce séminaire prestigieux. Alors, effectivement, je vais parler de l'abrégé de la République de Platon par Averroès. Averroès, philosophe de Cordoue, mort en 1198, a abrégé entre 1177 et 1182, probablement, la République de Platon. Malheureusement, l'original arabe de ce texte important est perdu. Seuls sont conservés du Moyen Âge et de la Renaissance une traduction hébraïque et deux traductions latines faites sur l'hébreu. Je n'examinerai pas ici ces traductions pour elles-mêmes, bien que les traductions latines aient pu être connues de Campanella et qu'elles peuvent de ce fait constituer un pont avec la conférence que vous avez fait vous-même, Pierre, lundi passé. Toutefois, je suis obligé de m'appuyer sur le texte hébraïque, puisqu'on n'a pas le texte arabe, et plus exactement, comme je ne connais pas l'hébreu, sur la traduction anglaise de Lerner, que je modifie cependant à l'occasion grâce à l'aide de collègues hébraïsants, Madame Sylvia Vincenzo de l'Université de Lucca, qui est parmi nous aujourd'hui, et Monsieur Tony Levy du CNRS. Donc, dès le début de son abrégé, Averroès nous dit qu'il aurait préféré commenter la politique d'Aristote, mais que, n'en ayant pas trouvé de copie, il a dû se contenter de la République. Donc, la République faute de mieux. Aussi nous avertit-il que seuls sont retenus par lui les arguments scientifiques démonstratifs de la République, alors que les arguments dialectiques et évidemment tout l'aspect dialogue sont éliminés. Ajoutons à cela
que l'abrégé d'Averroès pouvait d'ailleurs avoir pour source directe non pas la République elle-même, mais un abrégé perdu de Galien. La question n'est pas tranchée par la recherche. Ces deux observations sont déjà par elles-mêmes le signe d'une distance entre la République de Platon et son commentaire par Averroès. À un niveau très général, on constate en effet que l'abrégé ne se présente pas comme un dialogue et ne suit que jusqu'à un certain point le plan de la République. L'ouvrage, l'abrégé, est divisé en 3 livres. Le premier ne traite que partiellement des livres 2, 3, 4 et 5 de la République. Le deuxième, partiellement aussi, des livres 6 et 7. Le troisième, du livre 8 et partiellement du livre 9. Mais il s'agit là de différences formelles dont il est difficile de dire dans quelle mesure elles sont dues à Averroès ou à sa source. D'autres différences moins générales semblent témoigner de manière plus claire d'une intervention originale d'Averroès lui-même par leur orientation doctrinale, leur style et les références aux traditions philosophiques et religieuses de la civilisation islamique qui les accompagnent. Plusieurs de ces différences ont été abordées antérieurement, notamment par Frédéric Werther et Rémi Braque. Je vais néanmoins examiner l'une de ces divergences, car elle n'a jamais été traitée systématiquement, elle n'a été traitée que partiellement jusqu'ici. L'excursus sur la guerre juste. Donc la question initiale. Averroès, dans son abrégé, aux pages 10 à 69 de la traduction Lerner, traite des gardiens et du courage, qui est leur principale excellence. Cette partie résume souvent Platon, mais elle a à ses débuts l'excursus sur la guerre. Pour comprendre ce qu'est le courage, donc j'attaque directement l'excursus. Pour comprendre ce qu'est le courage, il faut, écrit Averroès, en saisir la fin. Donc c'est le texte, le premier texte, le texte 1 de l'exemplier. Alors je vous ai envoyé 2 versions de l'exemplier, je m'appuierai sur la deuxième version. Donc texte 1 de l'exemplier. La méthode à suivre pour comprendre comment l'excellence du courage est atteinte par les citoyens et préservée en eux de la meilleure manière, et que nous considérions ce qui constitue l'intention première des actions de cette excellence dans la cité. La question est donc, quelle est la fin du courage? Pour répondre à cette question, Averroès va analyser les méthodes à suivre pour installer les excellences dans les âmes des citoyens. Alors, texte 2. Nous disons, dit Averroès, nous disons qu'il y a 2 méthodes par lesquelles les excellences sont, en général, sont réalisées dans les âmes des citoyens. Averroès va commencer par l'une de ces méthodes, des 2 méthodes, la persuasion, car c'est grâce à la délimitation de son champ d'application que l'on pourra connaître le champ où elle ne peut pas s'appliquer. Et ce champ, le champ sur lequel la persuasion ne peut pas s'appliquer, sera précisément celui de la guerre civilisatrice, qui apparaîtra finalement comme la fin du courage. Première méthode, la réalisation des excellences par les arguments rhétoriques et poétiques. Alors, c'est l'extrait numéro 3. L'une des méthodes est d'établir les opinions dans leurs âmes, dans l'âme des citoyens, au moyen des arguments rhétoriques et poétiques. Par de tels arguments, Averroès vise 2 types de raisonnement qu'il a longuement étudiés dans sa logique, où il distingue plusieurs types d'arguments. Bon, j'ai écrit de nombreuses choses sur la question, mais d'autres collègues aussi. Donc, je résume très rapidement. Les arguments démonstratifs les plus rigoureux conduisent à la certitude, c'est-à-dire à une vérité indiscutable. Les arguments dialectiques conduisent à des opinions fortes. Les arguments rhétoriques sont de l'ordre du point de vue immédiat, c'est-à-dire
c'est-à-dire d'un point de vue admis sans examen approfondi. Ces arguments peuvent être faux. Les arguments sophistiques sont un travestissement trompeur des types d'arguments précédents. Quant aux arguments poétiques, il s'agit de propositions affectant l'imagination, surtout de métaphores. Ayant posé que le premier moyen de réaliser les excellences est constitué des arguments rhétoriques et poétiques, Averroès envisage alors la classe d'auditeurs auxquels il s'adresse, le domaine couvert par ces arguments et le type de préparation à leur bonne réception. La détermination de la classe des auditeurs concernés par la rhétorique tient au fait que les hommes n'ont pas les mêmes capacités intellectuelles. Extrait 4. Cette méthode est limitée aux sciences théoriques, dit Averroès. Donc, cette méthode limitée est limitée aux sciences théoriques présentées au peuple, alors que la méthode par laquelle l'élite apprend les sciences théoriques est constituée des méthodes vraies, comme cela sera soutenu plus tard. En enseignant la sagesse au peuple, Platon a utilisé les méthodes rhétoriques et poétiques, parce que le peuple est à cet égard dans l'une de ces deux situations. Ou bien il connaît les vérités théoriques au moyen des arguments démonstratifs, ou bien il ne les connaît pas du tout. La première situation est impossible pour le peuple. Il ne peut pas connaître les vérités théoriques au moyen d'arguments démonstratifs. La seconde est possible, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les vérités théoriques du tout, qu'on n'est pas au sens fort. La deuxième seconde est possible, car il convient que chaque homme obtienne autant de perfection humaine que sa nature et sa préparation lui permettent d'obtenir. La nature du peuple ne lui permet pas de connaître au sens fort. Dans ces lignes, Averroès distingue donc le peuple de l'élite. Par peuple, il entend la masse des gens qui, pour des raisons naturelles, en raison de son éducation ou du fait de certaines circonstances, n'est pas en mesure de suivre une argumentation démonstrative ou dialectique. Le peuple doit se contenter d'approximations de la vérité ou d'images. En revanche, l'élite est en mesure de saisir la démonstration. Le peuple n'atteint donc pas pleinement la vérité. Il ne connaît pas au sens fort du terme. Sans conduire à la connaissance au sens strict, la rhétorique couvre néanmoins un domaine immense qui concerne aussi bien les objets théoriques et les objets pratiques. Avant de présenter les textes qui montrent cette application théorique et pratique, il convient de rappeler rapidement ce que signifie pour Averroès la distinction du théorique et du pratique. Est théorique, selon Averroès, un objet dont l'existence ne dépend pas de la volonté, par exemple Dieu ou la nature. Est pratique, un objet dont l'existence dépend de la volonté. Il s'agit des excellences éthiques, c'est-à-dire des habitus, tels le courage et la tempérance, régissant de manière appropriée nos passions et nos caractères, ainsi que des actions qui en sont issues. Donc le pratique, c'est les habitus, les excellences éthiques, c'est-à-dire les habitus, et les actions issues de ces habitus. Mais le pratique, c'est aussi les arts pratiques, c'est-à-dire des habitus permettant de produire correctement des objets qui nous sont extérieurs. Par exemple, une chaise par un menuisier ou une armée bien organisée et bien armée correctement grâce à son général. Comme l'atteste la précédente citation, il ne convient pas, lorsque l'on expose au peuple les résultats des sciences théoriques, c'est-à-dire des sciences dont les objets ne dépendent pas de la volonté, d'utiliser la démonstration. Mais on se servira de méthodes rhétoriques et poétiques pour cela. Faut-il pourtant penser que les objets pratiques qui dépendent de la volonté peuvent être compris de manière démonstrative par le peuple? Alors, extrait 5. En outre, la croyance, dit Averroès, la croyance que le peuple s'efforce d'avoir relativement à la connaissance du premier principe et de la cause finale, autant qu'il est dans sa nature de croire, est utile
aux autres excellences éthiques et aux arts pratiques qu'il a été préparé à acquérir. Une fois que les excellences éthiques et les arts pratiques sont établis dans l'âme des gens du peuple, au moyen de cette première méthode rhétorique, ils peuvent alors être aussi conduits à réaliser les actions de ces arts et de ces excellences grâce aux deux sortes d'arguments à la fois, c'est-à-dire les arguments persuasifs et les arguments passionnels, qui les inclineront aux bonnes qualités. En d'autres termes, les croyances relatives aux objets théoriques que le peuple acquiert par la voie rhétorique ou poétique ont une certaine influence sur son comportement moral et sur sa manière de pratiquer les arts. Ainsi, la conception qu'il a de Dieu, que le peuple a de Dieu comme cause finale du monde, déterminera son action dans la mesure, par exemple, où celle-ci aura à imiter d'une certaine façon cette cause à laquelle il faut tendre. Mais Averroès précise aussitôt que les objets pratiques sont eux-mêmes établis dans l'âme des gens, du peuple, au moyen des arguments persuasifs et passionnels. Il ne s'agit pas seulement donc des objets théoriques. Notre auteur vise sans doute respectivement les arguments rhétoriques et les propositions poétiques. Il y a deux étapes à cet égard. D'une part, l'établissement des excellences et des arts, c'est-à-dire des habitus ou dispositions stables à produire les actions, et d'autre part, l'incitation à actualiser ces dispositions dans telle ou telle circonstance. Donc voilà pour le domaine de la rhétorique et de la poétique. Averroès évoque ensuite la préparation à celle-ci. Cette évocation est très brève, mais elle va être décisive dans la problématique de la guerre. Extrait 6. Cette première méthode, donc rhétorique et poétique, cette première méthode d'enseigner sera surtout possible uniquement avec ceux des citoyens qui ont cru, grandi, qui ont cru avec ces choses depuis le temps de leur jeunesse. Des deux méthodes d'enseigner, celle-ci est naturelle. En d'autres termes, il ne suffit pas d'être un homme du peuple pour être réceptif aux arguments rhétoriques et poétiques. Il faut y avoir été préparé dès son enfance. Comment? En ayant fréquenté ces choses, c'est les mots d'Averroès lui-même, en ayant fréquenté ces choses, à savoir les excellences éthiques et les arts pratiques. Avant d'être en mesure d'être persuadé des excellences, il faut les avoir en quelque sorte pratiquées. Averroès ne nous en dit pas plus long, ne nous en dit pas plus sur la nature de cette fréquentation. Mais si l'on se reporte au texte où notre auteur traite de l'éducation des jeunes gens, nous constatons qu'il envisage deux types de formation. On se contentera ici de les résumer. J'en ai été plus longuement dans une publication avec Frédéric Werther. Donc, le premier type de formation est traité au chapitre 9 du livre 10 du commentaire moyen de l'éthique à Nicomaque, achevé par Averroès en 1177. Dans ce chapitre final du commentaire moyen à l'éthique à Nicomaque, Averroès soulève, à la suite d'Aristote, la question suivante. Une fois saisi l'essence des excellences, comment les réaliser? Voici en résumé sa réponse. Il faut commencer par pousser les jeunes gens et les adultes de la cité excellente. Il faut commencer par pousser les jeunes gens et les adultes récalcitrants à produire des actions excellentes en leur faisant peur par des châtiments et des menaces de châtiment. La répétition de ces actions les conduira à s'y habituer et donc à éprouver le besoin de les produire, même en l'absence de menaces. Et c'est alors que pourra intervenir le discours convaincant pour que la pratique des actions excellentes soit assumée, non plus sous la contrainte ou par habitude seulement, mais en pleine conscience. Ce qui permet de réglementer cet usage de la contrainte à l'usage des jeunes, ce sont les lois. Le deuxième type de formation, de préparation à la réception des arguments rhétoriques et
et poétique. Le deuxième type de formation est exposé dans la République, l'abrégé de la République, page 17 à 31, et puis à la page 99 de la traduction Lerner. Avant l'âge de 20 ans, le corps et l'âme des enfants doivent être disciplinés par la gymnastique et la musique. Par la musique, Averroès entend ici des propos poétiques de l'ordre de l'image essentiellement, qui sont énoncés de manière mélodieuse. Gymnastique et musique rendent la masse des gens aptes à écouter, une fois adultes, les discours rhétoriques. Cette éducation concerne non seulement les gardiens, mais toutes les classes de la société. Toutefois, elle sera adaptée à chaque classe. Ensemble, un usage éclairé de la contrainte, de la musique et de la gymnastique habitue les jeunes gens à produire des actes excellents dont ils ne comprennent pas encore toute la signification. Ces habitudes les préparent à être réceptifs une fois adultes aux arguments rhétoriques et poétiques qui vont leur expliquer les fondements rationnels des excellences éthiques et des arts pratiques, dans les limites de la rhétorique. Cette compréhension d'ordre rhétorique renforcera à son tour les habitus et les actions relatives à ces excellences et ces arts. L'usage éclairé de la contrainte, de la musique et de la gymnastique se réalise surtout dans la cité excellente, celle régie par les philosophes rois. Et nous sommes ainsi conduits à la deuxième méthode de réalisation des excellences, la guerre. Pourquoi? Parce que si la restriction du recours aux arguments rhétoriques et poétiques à un peuple éduqué dans une cité excellente entraîne aussitôt le problème suivant. Qu'en est-il des peuples étrangers à la cité excellente, des peuples qui n'ont pas été préparés à être persuadés? Une autre méthode devra leur être appliquée. Extrait 7. Cependant, la deuxième méthode d'enseigner est la méthode appliquée aux ennemis, aux adversaires et à ceux dont la manière d'être n'est pas d'être incités aux excellences qui sont désirées d'eux. Cette deuxième méthode est constituée de la contrainte. Extrait 8. C'est la méthode de la coercition et du châtiment par coup. Et Averroès précise aussitôt le type de contrainte qu'il vise maintenant. Extrait 9. Il est évident que cette méthode, ou bien ne sera pas appliquée aux membres de la cité excellente, ou bien si elle l'est, ce n'est pas la compétence qui est la plus apparente lorsqu'on punit par coercition, car cette dernière compétence est l'art de la guerre et la compétence militaire. Quant aux autres nations qui ne sont pas bonnes et dont la direction n'est pas humaine, il n'y a pas d'autre méthode de les enseigner que cette méthode, c'est-à-dire les contraindre par la guerre à adopter les excellences. La contrainte peut être appliquée dans la cité excellente, comme on vient de le voir. Toutefois, la compétence en cette contrainte à usage interne n'est pas la compétence que constitue l'art de la guerre. Cette compétence, l'art de la guerre, vise les nations dont la direction n'est pas humaine, dit-il. Par humaine, Averroès ne signifie pas, par cette expression non humaine, Averroès ne signifie pas une quelconque cruauté, mais simplement les cités dont les dirigeants ne se préoccupent pas de gouverner leur peuple de façon à ce qu'ils réalisent pleinement leur essence humaine, qui est d'être des animaux rationnels, étant bien entendu que cette essence n'est pleinement comprise que par les philosophes. L'art de la guerre a pour fin d'humaniser les peuples étrangers, de les civiliser. Un peu plus loin, Averroès confirme que la contrainte exercée sur les nations non excellentes est bien la guerre, entendue comme contrainte civilisatrice. Extrait 10. Mais cette cité que nous sommes en train de décrire dans ce traité aura rarement recours à cette méthode en son sein, c'est-à-dire à la discipline assurée par la coercition. Cette méthode, cependant, sera nécessaire relativement aux autres nations
celle de l'extérieur. Dans le cas de la coercition des nations difficiles, rien ne se fera sans la guerre. Mis à part le rappel des antécédents de sa doctrine, sur lesquels nous reviendrons, Averroès accompagne cette injonction de recourir à la guerre contre les peuples étrangers à la cité excellente de 3 remarques. La première est une analogie avec la gestion des pères de famille et des gouvernements des cités non excellentes. Extrait 11. Que ces 2 méthodes d'enseigner le peuple sont naturelles devient évident si l'on considère la manière dont les chefs de famille installent la discipline dans leurs enfants, leurs jeunes gens et leurs serviteurs. Semblable à cela est aussi la méthode suivie par ceux qui gouvernent les cités qui ne sont pas bonnes. Ils châtient leur peuple au moyen du déshonneur, du fouet occasionnel et des exécutions. Voilà pour la première remarque. Deuxième remarque accompagnant l'injonction à la guerre. Cette deuxième remarque est plus importante de notre point de vue. Elle concerne les rapports entre l'excellence éthique et l'art de la guerre. Extrait 12. Puisque cet art de la guerre n'est complété que par une excellence éthique, par laquelle il conduit à la proximité de l'état approprié, au moment et selon la mesure appropriée, c'est-à-dire l'excellence du courage, il est nécessaire que cette excellence se trouve dans les cités excellentes en tant que préparation à cette activité, à la guerre. Mais Averroès ajoute, on peut voir du caractère de cette excellence qu'elle ne complètera pas elle-même son activité, à moins que l'art de la guerre ne lui soit adjoint, comme c'est le cas de beaucoup d'excellences éthiques et d'art pratique. En effet, il apparaît clairement que de nombreuses excellences sont seulement préparatoires aux arts et que de nombreux arts sont préparatoires aux excellences. Donc, il ressort de ce passage que l'excellence du courage complète l'art de la guerre, mais aussi vice-versa. L'art de la guerre complète l'excellence du courage. La présence de ce passage à cette étape du raisonnement est déroutante à un double égard. Premier problème. Comment articuler ce passage à ce qui le précède? En quoi l'identification de la fin de la guerre comme mission civilisatrice conduit-elle à soutenir qu'il y a un lien intrinsèque entre le courage et la guerre, et l'art de la guerre? Le maillon implicite de l'argument est sans doute le suivant. Le fait que l'art de la guerre a pour fin la réalisation des excellences implique que cet art lui-même doit compléter une excellence et être complété par elle. Et cette excellence, c'est le courage. Deuxième problème. En quoi le passage sur la relation intrinsèque entre l'art et de la guerre et l'excellence du courage répond-il à la question initiale que nous avions soulevée au début de cette communication? Question initiale qui est celle de la fin du courage. La réponse est aussi implicite. Si l'art de la guerre, entendu comme guerre civilisatrice, complète l'excellence du courage, il en est la fin. Donc, la fin du courage, c'est l'art de la guerre. La troisième remarque accompagnant l'injonction à la guerre se présente comme une critique de la doctrine platonicienne de la guerre et elle va nous révéler, et je pense que c'est le point le plus important, elle va nous révéler ce qui est la raison profonde de la guerre civilisatrice. Cette critique de Platon se fait en 2 étapes. Averroès commence par relever que pour Platon, la fin de la guerre n'est pas la guerre civilisatrice, mais la nécessité. Extrait 13. Cependant, concernant ce que l'on trouve à propos de cela dans ce livre de Platon, cette partie, c'est-à-dire la guerre,
cette partie, cette deuxième méthode, cette partie, la guerre, n'est pas préparée d'après lui pour cette fin utilisatrice, mais relève plutôt de la nécessité. Cela est dû soit à une intention première de retirer des autres cités ce que les membres de la cité excellente détestent, à savoir leur argent, et cela à cause de la nécessité ou de la recherche du meilleur, soit une intention seconde en relation avec la préservation de la cité, de ce qui peut lui faire du tort à partir de l'extérieur. On notera que dans ce passage, le mot de nécessité est employé en deux sens. Il s'agit dans un cas de ce qui peut être requis pour satisfaire les besoins vitaux, véritables, les besoins variables de la vie matérielle. Et dans l'autre, des moyens de subsistance nécessaires à la vie. Pour Platon, la guerre serait donc requise par les besoins de la vie matérielle, nécessité au sens large. Ce serait soit une guerre de rapine pour subsister, nécessité au sens restreint, soit par goût du luxe, soit une guerre défensive. Donc, soit une guerre de rapine pour subsister ou pour satisfaire le goût du luxe, soit une guerre défensive. Cette caractérisation de la doctrine platonicienne me semble correcte. J'ose à peine le dire devant les spécialistes de Platon que vous êtes, mais apparemment, elle me semble correcte. Dans des textes qu'Averroès ne commente pas in extenso, Platon soutient, en effet, une doctrine des fondements de la guerre proche de celle que lui attribue le commentateur. Ainsi, décrivant les origines des sociétés humaines, Platon, dans la République 369a à 374a, soutient que, dans un premier stade, la satisfaction des besoins les plus élémentaires, dans une certaine division du travail, les hommes se réunissent dans les cités de nécessité, aux membres peu nombreux et aux territoires très petits. Ce n'est que postérieurement qu'ils se laissent aller à l'augmentation sans limite des besoins et commencent à rechercher, par goût du luxe, le superflu, sortant ainsi de l'état de nature. Les cités luxueuses vont alors tendre à empiéter sur les cités voisines et à organiser des guerres de rapine, celles-ci entraînant aussi la nécessité de se défendre. C'est l'extrait 14 que j'emprunte à la traduction de Georges Leroux. Et le pays, dit Platon, dit la République, et le pays, lui qui suffisait jusqu'alors à nourrir ses habitants, il deviendra trop petit. Repris-je, la question de savoir si la guerre est néfaste ou bénéfique, mais seulement le point suivant. Nous avons découvert l'origine de la guerre dans ce qui produit pour les cités les maux les plus grands, qu'ils soient privés ou publics, chaque fois qu'ils y surviennent. Tout à fait. Il faut donc, mon ami, agrandir encore la cité, et pas d'un petit nombre, mais d'une armée entière qui puisse se mobiliser pour protéger tous les biens de la cité et qui puisse combattre les envahisseurs pour les biens dont je viens de parler. Rien dans tout cela n'évoque de près ou de loin la guerre civilisatrice. En somme, non seulement Averroès n'hésite pas à s'opposer explicitement à Platon, mais sa critique est ancrée dans une réelle connaissance, me semble-t-il, des textes de cet auteur. Averroès passe ensuite à la deuxième étape de sa critique de Platon en nous donnant la raison profonde pour laquelle Platon n'a pas pu voir la vraie fin de la guerre. Alors, c'est l'extrait 15. Cette opinion ne serait correcte que s'il n'y avait qu'une seule classe d'êtres humains disposés aux perfections humaines et spécialement aux perfections théoriques. Il semble que c'est l'opinion que Platon a des Grecs. Et c'est, je crois, la clé de tout le passage d'Averroès. Si Platon a borné la guerre à la nécessité et n'a pas envisagé une guerre au service de la diffusion des excellences,
c'est parce qu'ils tenaient les peuples étrangers comme naturellement incapables de parvenir aux excellences humaines. Seuls les Grecs auraient été aptes à atteindre celles-ci. En d'autres termes, le présupposé hellénocentrique de Platon serait au fondement de sa conception de la guerre comme guerre de rapine ou guerre défensive. La discussion de l'hellénocentrisme de Platon amène à exprimer clairement, par contraste, le fondement ultime de la doctrine de la guerre juste prônée par Averroès. Voici les principales étapes de cette discussion. Première étape, la sagesse théorique n'est pas réservée aux Grecs, dit Averroès. Mais même si ceux-ci, il le reconnaît, même si ceux-ci sont les plus disposés à atteindre la sagesse théorique, celle-ci est aussi répandue dans les régions voisines, par exemple l'Andalousie, la Syrie, l'Irak et l'Égypte. Extrait 16. Acceptons qu'ils sont les plus disposés par nature à recevoir la sagesse. Nous ne pouvons pas ignorer que des individus comme ceux-là, c'est-à-dire ceux disposés à la sagesse, peuvent fréquemment être trouvés. Vous trouvez cela dans le pays des Grecs et dans son voisinage, comme notre pays, c'est-à-dire l'Andalousie, la Syrie, l'Irak et l'Égypte, bien que cela ait existé plus fréquemment dans le pays des Grecs. Donc, première étape de la discussion. Deuxième étape de la discussion. Chaque nation est plus disposée à l'une des excellences qu'aux autres. À supposer que les Grecs aient le monopole de la sagesse théorique, on pourrait sans doute dire que certaines nations sont plus portées vers une excellence que vers une autre. Les Grecs à la sagesse théorique, les Kurdes et les Galiciens, peuples du nord-ouest de la péninsule ibérique, en gros les Basques, au courage. Et puis on passe à l'extrait 17. De plus, même si nous acceptons cette opinion de Platon, nous pourrions peut-être dire, concernant les autres excellences, qu'il n'est pas impossible que chaque sorte de nation soit plus disposée par nature à une certaine excellence. Ainsi, par exemple, la partie de l'âme relative à la sagesse est plus présente parmi les Grecs et la partie relative au courage est plus présente parmi les Kurdes et les Galiciens. Donc voilà pour le deuxième point de la discussion, mais Averroès n'est pas tellement convaincu par ce deuxième point, puisqu'il a l'air de considérer, comme nous allons le voir, que cet argument n'est pas démonstratif, car comme on l'a vu, l'excellence théorique a une influence sur les autres excellences, et elle ne peut être entièrement dissociée d'elle. Il se peut que la perfection de toutes les excellences présuppose la perfection de l'excellence théorique. Donc, extrait 18, Averroès dit, il y a lieu ici d'exercer une recherche plus poussée. On pourrait penser que là où la partie caractérisée par la sagesse est plus présente, les excellences sont plus appropriées et plus établies, c'est-à-dire établies par nature. Troisième point de la discussion de la critique de l'hellénocentrisme. La majorité des nations sont disposées aux différentes excellences. Dans la majorité des nations, on trouve les différentes excellences, d'après Averroès, qu'elles soient théoriques ou pratiques. Cela vaut particulièrement des deux climats tempérés. Extrait 19. Quelle que soit la manière dont on rend compte de ce sujet, la majorité des sortes de nations est en effet disposée à ce que ces excellences soient répandues et réparties en leur sein, particulièrement les nations qui sont dans les deux climats tempérés, c'est-à-dire le 4e et le 5e. Quatrième argument contre l'hellénocentrisme, même les peuples mal éduqués sont perfectibles jusqu'à un certain point. Pour sauver la conception platonicienne de la guerre, on pourrait être tenté d'en modifier le présupposé hellénocentrique. On dirait que certes les non-grecs
sont naturellement aussi disposés aux excellences, mais que les êtres humains n'ayant pas été éduqués dans une cité excellente sont irrémédiablement perdus. Leur faire la guerre ne constituerait alors qu'à se défendre d'eux ou à leur prendre leurs biens. À cela, Averroès répond que même alors, la guerre civilisatrice serait justifiée. La plupart des adultes restent amendables et de toute façon, il faudra prendre au peuple corrompu leurs enfants pour les éduquer. Extrait 20. Quelqu'un pourrait dire en faveur de Platon qu'il n'est possible pour les êtres humains d'exceller en ces excellences que s'ils ont cru avec elles dès leur jeunesse. Mais s'ils ont manqué ces excellences, cela n'est plus possible pour eux après que ces années sont passées. S'il en est ainsi, il n'y aurait pas lieu de placer sous la contrainte d'un gouvernement excellent ceux qui ont dépassé l'âge et qui ont déjà grandi. Et même alors, objecte Averroès, il serait nécessaire de les contraindre en leur prenant leurs enfants et en réglementant leur éducation en vue des excellences. En outre, il n'est pas impossible qu'un bon nombre de ceux qui ont dépassé l'âge de la jeunesse reçoivent les excellences jusqu'à un certain point, en particulier ceux, et s'il y a un petit problème de manuscrits. Je prends la version qui est généralement admise, celle des manuscrits, peut-être qu'il faut les monder. Donc, je reprends la phrase. En outre, il n'est pas impossible qu'un bon nombre de ceux qui ont dépassé l'âge de la jeunesse reçoivent les excellences jusqu'à un certain point, en particulier ceux qui n'ont pas cru sous un gouvernement proche du gouvernement très excellent. Si cette excellence ne peut pas être établie, ils méritent la mort ou l'esclavage, et leur rang dans la cité sera celui des bêtes abruties. En somme, Platon n'aurait pas élaboré une doctrine de la guerre civilisatrice universelle en raison de son hellénocentrisme. Donc, s'il n'y a pas de théorie de la guerre civilisatrice universelle chez Platon, c'est en raison de l'hellénocentrisme de Platon et Averroès. On ne trouvera pas dans l'œuvre de Platon de texte traitant systématiquement de ce dernier point, la question de la place des Grecs. Mais Baldry, dans un article écrit en 1965, The Unity of Mankind in Greek Thought, a, à partir de plusieurs passages, essayé de synthétiser les vues de Platon au sujet de la place des Grecs. Il en ressort que cet auteur, que Platon, considère bien qu'il y a une certaine identité entre les différents hommes, leur faculté de connaître, mais que cette aptitude est naturellement plus ou moins grande suivant les individus ou certaines classes d'individus. C'est ainsi que les esclaves sont les moins aptes à la connaissance. Quant aux barbares, Platon les considère souvent, mais pas toujours, comme constituant une classe inférieure aux Grecs et méritant l'esclavage. Finalement, la guerre de la cité excellente contre les peuples étrangers apparaît pour Averroès comme une guerre civilisatrice quasi universelle, bien que cet auteur n'emploie pas l'expression de guerre civilisatrice, préférant l'identifier au, dit-il, guerre juste. Au terme de cette analyse, mais pas de la communication, au terme de cette analyse, rappelons-en les principales étapes. Il y a une connaissance démonstrative de l'excellence. Le peuple n'accède pas pleinement à cette connaissance. Elle peut lui parvenir sous forme persuasive ou imagée, une fois qu'il a été éduqué à être persuadé. L'éducation implique une contrainte. Les citoyens de la cité excellente ont été éduqués à être persuadés. La grande majorité des êtres humains sont capables d'excellence. Cette majorité n'a pas reçu d'éducation et donc assimilable à des enfants. En conséquence, il faut donc contraindre cette majorité d'êtres humains, il faut la contraindre par la guerre. Finalement, Averroès professe contre l'hellénocentrisme de Platon un certain humanisme, et c'est sur cet humanisme qu'il fonde
sa doctrine de la guerre. Maintenant, je voudrais donc dire quelques mots des antécédents de la doctrine d'Averroès tels que lui les présente. Au cours de son développement, en effet, son développement sur la guerre civilisatrice, Averroès mentionne plusieurs antécédents de sa doctrine. D'abord, Aristote. Averroès, qui a bien vu que sa doctrine est aux antipodes de celle de Platon, prétend néanmoins qu'elle est conforme à celle d'Aristote. Extrait 21. Voilà ce qu'Aristote affirme concernant la guerre de la cité excellente, selon ce que rapporte Abu Nasr al-Farabi, philosophe du Xe siècle, philosophe arabe du 19e, aristotélicien du Xe siècle. Pourquoi Averroès passe-t-il par Abu Nasr al-Farabi? Pourquoi passe-t-il par Abu Nasr al-Farabi? Pour connaître le jugement d'Aristote sur les guerres de la cité excellente. Pourquoi n'a-t-il pas consulté directement les politiques d'Aristote, où il en est pourtant question? Cela aurait d'ailleurs évité une erreur, lui aurait évité une erreur, car Aristote ne soutient pas la doctrine que lui attribue Averroès. Voilà ce qu'écrit Averroès dans les politiques. Extrait 22. Ce qu'écrit Aristote, pardon. Voilà ce qu'écrit Aristote dans l'extrait 22. Quant à l'exercice aux travaux guerriers, on ne doit pas le pratiquer en vue de réduire en esclavage ceux qui ne le méritent pas. Mais d'abord, pour ne pas être soi-même réduit en esclavage par d'autres. Ensuite, pour rechercher l'hégémonie dans l'intérêt des gens subjugués par d'autres, et non pour être le despote de tous. Et troisièmement, pour se rendre maître de gens qui méritent d'être esclaves. De cela, il ressort qu'il y a trois types de guerre justes, selon Aristote: la guerre défensive, la guerre dans l'intérêt des populations soumises et la guerre d'asservissement de ceux qui méritent d'être esclaves. Ce dernier type de guerre est d'ailleurs mentionné à plusieurs reprises par Aristote. Il est fondé sur sa doctrine du caractère naturel de l'esclavage, dont il a été question lundi passé. Ce n'est pas le lieu ici d'examiner en détail cette doctrine. Rappelons seulement qu'Aristote soutient bien qu'il y a une espèce humaine, caractérisée par certains traits physiques, mais surtout par la raison et la capacité de l'exprimer, le logos. Toutefois, tous les hommes ne possèdent pas de la même manière ce logos. Ainsi, à côté des esclaves par convention, dont l'asservissement n'est dû qu'à un accident de la vie, il y aurait des esclaves naturels qui sont incapables de délibération, donc de réflexion sur la gestion de leurs affaires, bien qu'ils soient capables de comprendre l'exposé que ferait leur maître de ces délibérations. Les esclaves naturels ne sont pas, nous dit Aristote, les Grecs, mais les barbares. Par exemple, dans l'extrait 23, Aristote dit « Les barbares ont un caractère naturellement plus servile que les Grecs et les Asiatiques que les Européens. » Si donc les barbares sont destinés à la servitude, c'est donc à eux que s'applique le troisième type de guerre, pour celui qui consiste à vouloir se rendre maître de gens qui méritent d'être esclaves, d'après la citation de l'extrait 22. En bref, si Aristote envisage la guerre civilisatrice, il ne s'agit jamais que d'un cas de guerre juste parmi d'autres. De plus, seuls les Grecs semblent concernés par cette action civilisatrice, puisque les barbares sont les destinataires des guerres d'asservissement. Contrairement à ce qu'affirme Averroès, l'Aristote réel n'a donc pas les prémices de sa doctrine de la guerre civilisatrice quasi universelle. Averroès a-t-il donc choisi de passer par Al-Farabi sans l'envoyer directement en politique pour cacher la pensée d'Aristote au sujet de la guerre? Certainement pas. En réalité, comme il le reconnaît, au début de l'abrégé de la République et à la fin du commentaire moyen à l'éthique à Nicomaque, Averroès n'a pas pu obtenir d'exemplaire des politiques.
Il se peut que seuls quelques fragments de celle-ci aient été traduits en arabe. Si donc Averroès se tourne vers Al-Farabi pour le jugement d'Aristote sur la guerre, c'est qu'il n'a pas pu avoir accès aux politiques. Je n'ai toutefois pas trouvé de passage où Al-Farabi rapporte à Aristote une thèse selon laquelle l'art de la guerre servirait à réaliser les excellences, qu'il serait le but du courage et qu'il prendrait le caractère d'une guerre civilisatrice universelle. Donc, on ne trouve pas chez Farabi d'attribution à Aristote, dans le Farabi conservé, on ne trouve pas d'attribution à Aristote de ces thèses. Selon Bragg et Rosenthal, la source d'Averroès serait le commentaire perdu à l'éthique à Nicomaque par Al-Farabi. Mais à supposer que cela soit vrai, reste à savoir quelle est la source d'Al-Farabi lui-même. Ce ne peut être les politiques, puisque comme on l'a vu, Aristote y développe une doctrine différente et qu'il n'y a sans doute pas eu de version arabe de cet ouvrage. Cependant, on rencontre l'idée de guerre civilisatrice universelle dans la lettre d'Aristote à Alexandre sur la politique envers les cités, épître qu'Aristote aurait adressée à Alexandre le Grand, le félicitant de sa conquête de la Perse. On trouve cette lettre dans un cycle épistolaire conservé tel quel seulement en arabe. Traduit dans cette langue au 8e siècle, ce cycle comprend des éléments de différentes origines, grecques et sans doute aussi persanes, reliés par des transitions narratives attestant une intervention du traducteur en arabe. La plupart des spécialistes estiment aujourd'hui que la lettre d'Aristote à Alexandre sur la politique envers les cités n'est pas authentique. Elle aurait été composée à l'époque de l'Empire romain. Voici le passage de l'épître qui nous intéresse plus particulièrement ici, extrait 24. En vérité, dit Aristote à Alexandre, en vérité, je sais que s'il est décidé que les hommes connaissent en général dans ce monde le bonheur de la prospérité, en réalité, ce sera la concorde amicale et l'ordre que je te décris. Bienheureux seront ceux qui, de leurs propres yeux, verront la joie de ce jour où les hommes se réuniront autour d'un seul État et d'un seul roi, renonceront aux guerres et aux luttes et parviendront à ce qui sera leur prospérité et celle de la cité et de leur pays. La sécurité et la stabilisation régneront alors chez eux. Ils partageront alors leur journée, dont ils destineront une partie au repos et à l'avantage du corps, une autre à l'éducation et à la pratique de la chose noble et élevée qu'est la philosophie. Ils réfléchiront sur ce qu'ils auront compris d'elle et demanderont ce qu'ils n'auront pas compris. Je saute un alinéa, puis je passe à l'alinéa d'après. Il me semble que dans toute chose noble, il est deux actions ou deux œuvres. L'une, c'est d'acquérir cette chose, l'autre, c'est d'en user et d'en jouir. La première, tu l'as déjà, car en plus de ce que tu as reçu de ton père, tu as acquis une grande armée unie de vastes pays, et tu y es parvenu à une grande renommée, un souvenir comme nul autre en notre siècle. Il te reste la seconde, qui est de bien user de ce que tu as conquis et de l'administrer. Bon, je ne lis pas la suite. Donc, on sera attentif dans cet extrait au lien qu'il manifeste entre les idées de la guerre, les idées de guerre et d'État quasi mondial, ainsi qu'à la conséquence qui doit s'en suivre, la guerre civilisatrice universelle. La lettre d'Aristote à Alexandre conduit donc à une conception de la guerre civilisatrice universelle
très proche de celle d'Averroès, mais alors que la légitimité de cette guerre est présentée dans la lettre comme une évidence, l'intérêt de la doctrine d'Averroès vient surtout de son argumentation. Un autre antécédent que cite Averroès, et nous l'avons vu, c'est Al-Farabi. Faute de temps, je ne vais pas développer des rapports avec Al-Farabi. J'en ai parlé ailleurs et je préfère pour le moment m'attaquer plus particulièrement à la question des rapports de la théorie de la doctrine d'Averroès de la guerre civilisatrice avec la doctrine du djihad telle que l'a initié la tradition religieuse musulmane. Donc, au milieu du passage de l'abrégé de la République sur la guerre juste, Averroès affirme que sa doctrine est en harmonie avec la loi, est en harmonie avec la loi divine. Il écrit ainsi dans l'extrait 25, cette méthode, c'est-à-dire la méthode de la guerre, cette méthode est celle selon laquelle, ou plutôt la méthode à deux faces, persuasion et guerre. Cette méthode est celle selon laquelle les choses sont disposées dans ces lois appartenant à notre loi divine qui procèdent comme les lois humaines. Car il y a deux méthodes qui conduisent, selon notre loi, à Dieu, qu'il soit exalté. L'une est constituée du discours et l'autre de la guerre. Pour un musulman, la loi divine est dans le Coran, le livre révélé dans sa littéralité au prophète Mohammed et dans le hadith, c'est-à-dire la tradition, ce qu'on rapporte des actions et des paroles du prophète. Donc la loi divine est dans le Coran et dans le hadith. Averroès affirme ici que la loi divine de l'islam procède comme les lois humaines. Et rappelons-le, par loi humaine, il faut entendre les lois conformes à l'essence humaine, telles que permet de les établir la réflexion philosophique guidée par la raison. La loi divine révélée à Mohammed serait en harmonie avec la loi rationnelle. Et l'une comme l'autre prônerait deux manières de convertir, la contrainte et la persuasion. Que disent le Coran et le Hadith à ce sujet? Alors là, j'ai un très gros dossier, mais je vais résumer au maximum. Les affirmations du Coran sur la guerre sont difficilement conciliables entre elles. Certains versets sont tout à fait pacifiques. Prenez par exemple l'extrait 26. Le Coran dit « Appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse et la belle exhortation, discute avec eux de la meilleure manière. Ton Seigneur connaît bien ceux qui sont égarés loin de son chemin, et il connaît bien ceux qui sont dans la bonne direction. » Pas question de guerre ici, mais de discussion, d'exhortation. Extrait 27. Nulle contrainte en religion, dit le Coran, nulle contrainte en la religion. La rectitude, c'est distinguer de l'aberration. Celui qui est fidèle au tarout, la fausse divinité, et croit en Allah, c'est saisi de l'anse la plus solide et sans fêlure. Allah est audient et omniscient. Bon, voilà parmi tant d'autres, de deux versets pacifistes. Maintenant, il y a aussi les versets belliqueux. Alors, je vais me contenter de vous lire les deux fameux versets de l'épée. Alors, c'est l'extrait 28.
Quand les mois sacrés seront expirés, dit le Coran, tuez les infidèles, quelque part que vous les trouviez, prenez-les, assiégez-les. Dressez pour eux les embuscades. S'ils reviennent de leur erreur, s'ils font la prière et donnent l'aumône, laissez-leur le champ libre. Allah est absoluteur et miséricordieux. C'est le premier, ce verset a été appelé par la tradition le premier verset de l'épée. Maintenant, il y a l'autre verset, le deuxième verset de l'épée, extrait 29. Combattez ceux qui ne croient point en Allah, ni au dernier jour, qui ne déclarent pas illicite ce qu'Allah et son apôtre ont déclaré illicite, qui ne pratiquent point la religion de vérité parmi ceux ayant reçu l'écriture. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils payent la jizya directement, et alors ils sont humiliés. La jizya est un impôt auquel sont soumis les gens du livre non musulmans. Les hadiths, voilà pour le Coran. Les hadiths sont, eux, plus nettement en faveur des guerres offensives au service de Dieu. Les principales collections de hadiths comportent d'ailleurs un livre du jihad avec pour thème central la propagation universelle de la foi par le combat. Plus généralement, l'universalité du message de Mahomet est très fortement soulignée dans le hadith. Par exemple, dans ce dit qu'Averroès aime à citer, extrait 30, « J'ai été envoyé, dit le prophète, à toute personne, rouge ou noire. » Par rouge, il entend les blonds. Les divergences entre les versets du Coran et entre certains de ceux-ci et les hadiths. Donc, je rappelle les traditions rapportant les actions et les dits du prophète. Donc, les divergences entre les versets du Coran et les hadiths ont conduit à des interprétations très différentes de l'obligation du jihad. Ainsi, certains penseurs, donc on a des divergences entre les versets du Coran entre eux, puis des divergences entre le Coran et le hadith. Et ça a suscité de nombreuses réflexions en islam. Ainsi, certains penseurs musulmans, à partir du 19e siècle, par exemple, Cheikh al-Azhar, Mahmoud Chaltout, ont soutenu que le djihad est une guerre essentiellement défensive. Leur méthode a consisté à se concentrer sur le Coran, à insister sur les versets pacifiques, à contextualiser les versets belliqueux, à réduire le rôle des écoles juridiques médiévales, à minimiser l'importance de la doctrine de l'abrogation, sur laquelle l'interprétation médiévale se fonde, pour affirmer que les versets de l'épée, ayant été révélés postérieurement aux versets pacifiques, ont abrégé ces derniers, et à accorder une plus grande attention aux implications générales éthiques des préceptes coraniques. Mais cette interprétation n'est pas la position des juristes médiévaux, musulmans médiévaux. La plupart se fondent sur la chronologie de la vie du prophète et soutiennent que les versets les plus récents ont abrégé les anciens, d'où la suprématie des versets de l'épée qui ont été révélés postérieurement aux autres. Bon, y a-t-il une harmonie entre cette doctrine du djihad et la guerre civilisatrice comme le prétend Averroès? Faut-il suivre Kremer, qui, analysant la doctrine farabienne de la guerre, conclut à une divergence radicale sur les questions du meilleur gouvernement et des fins de la guerre juste? Divergence radicale entre la philosophie de tradition aristotélico-platonicienne des phalasifa, des philosophes arabes de cette tradition, et les doctrines musulmanes. Le recours des phalasifa à un vocabulaire islamique et leur renvoi à des règles et pratiques musulmanes ne serait qu'une accommodation. C'est le terme qu'il emploie, accommodation. Une accommodation dont le seul but aurait été d'éviter à ses auteurs
aux falasifa, des ennuis d'ordre politique. Par exemple, la doctrine de la guerre d'Al-Farabi ne viserait pas la guerre sainte de l'islam, mais une guerre au service de la cité excellente que l'on ne peut pas identifier au régime musulman. Mais comment penser qu'Averroès ait pu évoquer les doctrines musulmanes de la guerre simplement pour échapper à une persécution politique, alors qu'il consacre à ces doctrines de très longs travaux dans son célèbre ouvrage de droit, qui reste aujourd'hui appliqué, consulté dans le monde musulman, la Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. Il me semble donc plus pertinent de prendre au sérieux l'effort qu'Averroès a fait d'étudier la question du djihad et d'essayer d'harmoniser sa doctrine à ce sujet avec sa doctrine juridique. Donc, il faut prendre au sérieux à la fois son travail sur le djihad et ses tentatives d'harmonisation. Cette lecture est fondée sur les instruments herméneutiques fournis par Averroès lui-même, sur son réalisme politique et sur sa philosophie de l'histoire. N'oublions pas qu'Averroès est le plus grand magistrat d'Andalousie. Selon le grand cadi de Cordoue, selon le livre du discours décisif, le Coran vise l'intérêt de tous. Donc, le livre du traité décisif, traité qui a été récemment, enfin, dans les dernières années, traduit et publié par Geoffroy et Alain de Libéra, par le regretté Marc Geoffroy, notre collègue Marc Geoffroy. Donc, ce traité d'Averroès, dans ce traité d'Averroès, le livre du discours décisif, le Coran vise l'intérêt de tous. Selon ce traité, donc, le Coran vise l'intérêt de tous, mais plus particulièrement de la majorité des gens. Il s'exprime donc de façon à être compris du peuple. Il n'a pas habituellement recours aux méthodes démonstratives complexes, mais à la méthode rhétorique. Donc, le Coran recourait surtout à la méthode rhétorique, dont les propositions ne sont pas forcément identiques à celles de la démonstration. Lorsqu'il y a divergence entre les propositions du Coran et celles de la philosophie, les philosophes interpréteront les propositions du Coran, mais sans diffuser dans le peuple leur interprétation. Sur la base de ces règles, il est possible de concevoir les préceptes religieux concernant le djihad et toute la loi musulmane comme autant de symboles de la loi rationnelle. Mais est-ce que, donc voilà les principes herméneutiques de l'harmonisation selon Averroès. Mais l'a-t-il appliqué effectivement, a-t-il appliqué cette herméneutique à sa philosophie politique? Alors, c'est l'extrait 31. Quelqu'un pourrait dire, si l'existence de cette cité excellente ne peut se réaliser que lorsqu'il arrive que des gens comme ceux-là, les philosophes, existent, et si leur qualité, et si leur excellence avec ces qualités dépend du fait qu'ils ont cru dans cette cité excellente, alors il n'y a aucun moyen pour cette cité de se réaliser. Ce que nous avions posé dans le discours et pensé possible serait donc impossible. La réponse est qu'il est possible pour des individus de croire avec ces qualités naturelles que nous leur avons attribuées, se développant de plus de façon à choisir la loi générale commune qu'aucune nation ne peut s'empêcher de choisir, et d'être régi par ailleurs par une loi particulière, c'est le point important, d'être régi par ailleurs par une loi particulière qui n'est pas éloignée des lois humaines. La sagesse alors se trouvait achevée en leur temps. Il en est ainsi à notre époque et sous notre loi. S'il arrive que des gens pareils à ceux-là gouvernent pendant un temps indéfini, il est possible à cette cité de se réaliser. Le problème qu'Averroès essaie de résoudre dans ces lignes est le suivant. Pour qu'il y ait une cité excellente, il faut qu'elle soit gouvernée par des philosophes. Et pour avoir des philosophes, il faut que les jeunes gens aient au préalablement reçu une éducation les conduisant à la philosophie. Or, cette éducation ne peut être éduquée que par une cité excellente. Comment sortir
de ce cercle originaire. Nous approchons de la fin, je vous rassure. La solution que propose Averroès est la suivante. La réunion d'un certain nombre de conditions peut permettre l'émergence d'une cité excellente sans que l'existence de celle-ci soit requise au préalable. Les deux premières conditions sont couramment réalisées par la nature. La naissance d'enfants particulièrement doués, la présence de lois communes naturelles. Celles-ci sont dites d'ailleurs naturelles. Elles sont généralement admises par tous les hommes. Elles ne sont pas à confondre avec les lois rationnelles, les lois humaines, car n'ayant pas été soumises à un examen critique, elles peuvent être partiellement erronées. Il s'agit par exemple, les lois naturelles sont par exemple des préceptes généraux, tels ceux enjoignant la piété filiale et la reconnaissance envers le bienfaiteur. Mais à cela doit s'ajouter une troisième condition, qui, elle, n'est pas toujours donnée, des lois particulières proches de la loi humaine, rationnelle, philosophique. Les lois particulières sont les lois positives que l'on trouve dans les différentes nations particulières. Ces lois peuvent être plus ou moins bien faites, c'est-à-dire plus ou moins éloignées des lois rationnelles. La réalisation de ces conditions permet, donc des trois conditions, permet de l'émergence de la sagesse et donc de dirigeants ou de conseillers des princes portés à la philosophie, ainsi pourra émerger dans un temps indéfini une cité excellente. Or, ajoute Averroès, notre loi, la loi musulmane, est une loi particulière proche de la loi rationnelle. Ce qu'écrit Averroès des lois de la famille illustre bien dans la République, dans l'abégé de la République. Donc, ce qu'il écrit des lois de la famille illustre bien le rapport qu'il peut y avoir entre les lois positives et les lois rationnelles. Les accouplements ne doivent pas se faire au hasard dans la cité excellente, mais suivre des règles très strictes, car le but est de réaliser la fin de l'essence humaine. Les lois relatives au mariage des autres cités réalisent avec plus ou moins de rigueur ce principe. Si maintenant on revient à l'herméneutique exposée dans le livre du discours décisif, on dira que la loi musulmane est proche de la loi rationnelle au sens où elle limite, où elle en est le symbole. Toutefois, ce symbole n'est pas seulement contenu dans un livre comme le Coran, où les exégètes vont tirer leurs interprétations. Il est aussi réalisé dans la cité musulmane concrète. Les lois de celle-ci ne sont pas les lois rationnelles, mais des lois qui symbolisent les lois rationnelles. Bien plus, la réalisation de ces symboles, de ces lois, dont la loi de la guerre, bien plus la réalisation de ces symboles est une étape vers la réalisation de la cité parfaite. Cette réalisation joue un rôle déterminant dans la philosophie de l'histoire telle que la conçoit Averroès. Ce type de symbole n'est pas constitué de pures images, mais il s'agit de choses, en tant que loi appliquée, mais il s'agit de choses terriblement actives. Il s'agit de choses symbolisant d'autres choses. Donc, en résumé, en conclusion, l'alternative dont traite Averroès n'est pas celle de la guerre et de la paix. Ce n'est pas son problème. Mais celle de la contrainte dont la guerre est la forme la plus poussée, la plus artistique, et de la rhétorique. S'agissant des rapports entre la cité excellente et les autres cités, la guerre s'impose, mais elle doit être suivie d'une formation des peuples vaincus qui les rendra aptes à comprendre les discours rhétoriques. La guerre civilisatrice s'appuie sur deux prémices propres et fondamentales. L'assimilation des étrangers à des enfants, le postulat selon lequel tous les êtres humains, tous, sont aptes à réaliser dans une certaine mesure les fins de l'homme telles qu'inscrites dans son essence. Un élément remarquable de l'argumentation d'Averroès est sa critique de l'hellénocentrisme platonicien.
Si l'on pense que seuls les Grecs sont capables de réaliser pleinement l'essence humaine, il n'y a pas de lieu de faire la guerre aux non-grecs, si ce n'est pour des raisons égoïstes. Nous avons vu que la doctrine d'Averroès est assez proche de celle d'Al-Farabi. Plutôt, je n'ai pas développé ce point, mais je vous prie de croire ce que je vous ai dit. Donc, nous avons vu que la doctrine d'Averroès est assez proche de celle d'Al-Farabi, mais que ce dernier ne dégage pas clairement le présupposé universaliste et n'a pas de critique de l'hellénocentrisme. Concernant Aristote, Averroès lui doit sa conception des excellences et sa pédagogie de la contrainte, tout comme il doit à Platon ses idées sur l'organisation de l'État, mais ni l'un ni l'autre ne prône la guerre civilisatrice universelle. Cette idée apparaît en revanche dans une lettre sans doute apocryphe d'Aristote à Alexandre, mais sans aucune justification. Elle est aussi, donc l'idée de guerre universelle, de guerre civilisatrice universelle est aussi très présente dans la loi musulmane classique qui la fonde sur le principe de l'aptitude de tous les hommes à obtenir le salut. L'importance que prend la doctrine de la guerre civilisatrice chez Averroès est certainement liée à cette loi musulmane, d'autant plus qu'il la considérait comme une imitation de la philosophie. Finalement, la doctrine d'Averroès emprunte différents éléments aux traditions philosophiques grecques et arabes, ainsi qu'à la loi musulmane, pour en faire une synthèse originale, je crois, dont l'un des aspects les plus fascinants est sa critique de l'hellénocentrisme. Merci. Oui, merci Maroun de cet exposé particulièrement à la fois complet et problématique. Alors, le commentaire d'Averroès, Maroun illustre bien, d'abord, hein, c'est la première remarque que je ferai, illustre bien la complexité des transmissions et des réceptions. Vous l'avez rappelé, hein, perte de tous les manuscrits arabes, transmission par traduction hébraïque, puis latine. À quoi s'ajoute ici, hein, et vous avez posé cette question avec beaucoup de précision, à quoi s'ajoute ici la question consistant à savoir ce que les auteurs, en l'occurrence Averroès, connaissaient de Platon et d'Aristote. Et c'est vrai que ce que vous soulignez, le fait qu'Averroès n'ait pas eu une relation directe avec les politiques d'Aristote, est vraiment éclaire en partie sa démarche, hein, ça sans aucun doute, hein, sa volonté de retrouver Aristote à travers Platon, mais un Aristote lui-même médié par d'autres, par l'éthique à Nicomaque, comme vous l'avez précisé. Voilà. J'ai été aussi très intéressé dans cette démarche avéroïste par une question qui est aujourd'hui une question actuelle, ce qu'on appelle l'épistocratie, c'est-à-dire le gouvernement du savoir, le gouvernement hein, qui relève d'une certaine expertise et qui renvoie évidemment à la République, aux philosophes rois et à la République platonicienne, mais avec cette articulation qui est tout de même très intéressante et il me semble singulière entre ce qui est de l'ordre du savoir démonstratif et de l'autre côté de la rhétorique, en fonction, encore une fois, hein, de distinctions sociales et anthropologiques. Et ça, je trouve cette dimension aussi très intéressante. Et puis, vous avez montré, ou Averroès a montré, à travers votre interprétation, ce lien, cette articulation entre, d'une part, la vérité, d'autre part, la vertu, et puis, troisième point, qui est frappant, évidemment, la guerre. Hein. Et comment ne pas être frappé par la place de la guerre qu'Averroès accorde dans sa politique et par les liens entre guerre juste, guerre civilisatrice et djihad que vous avez soulignés et qui vont sans doute susciter un grand nombre de remarques. Alors, si Merci. oui, des questions, des remarques? Là, je vois des
des microphones qui s'allument au vert. N'hésitez pas à intervenir. Bonjour. 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 Je suis Smar Al-Hassan, étudiant en EPHE. Et le doctorant de M. Maroun Awad, je suis très heureux de le recevoir ici. Je voudrais aller directement droit au but. Vous pouvez allumer votre caméra si vous le pouvez. N'hésitez pas à allumer votre caméra. Si vous le pouvez. D'accord. Vous me voyez? Ouais, vous Monsieur êtes, Soumaoro, de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire. La communication est médiocre, hein. Voilà. Oui, vous êtes peut-être pas dans les meilleures conditions pour intervenir. On vous entend très mal. D'accord. Je n'entends pas. Malheureusement, oui, on va prendre une autre question. On a peine à entendre notre correspondant. Pierre, Oui. Pierre, j'aurais bien une Oui. question. Mais je t'en prie. Alors, Voilà. Si vous permettez, jusque-là, on avait entendu parler de la méthode Averroès, la méthode rhétorique, la méthode démonstrative chez MS, la méthode poétique. Je crois deviner votre question, mais je ne suis pas sûr, parce que vous voulez parler de la place de la poétique dans ce complexe, n'est-ce pas? La poétique, la caractéristique principale de la poétique, selon Averroès, c'est la métaphore. L'art poétique, c'est l'art de la métaphore. C'est pas du tout la question du rythme. Tout ça n'est pas central. L'important, c'est la métaphore. La métaphore, l'image. Et dans la mesure où l'un des deux moyens de diffuser les excellences est la persuasion et le recours aux images, la rhétorique et la poétique ont leur place. Maintenant, il est assez prudent dans cette affaire parce qu'il ne veut pas dire, il pense que le Coran est en grande partie d'ordre rhétorique, parce qu'il s'agit de convaincre la majorité des gens, pour le bien de la majorité des gens, mais il sait qu'il est très risqué de parler d'un Coran poétique, d'un Coran qui serait d'ordre poétique, bien qu'évidemment les images sont présentes dans le Coran. Donc, en gros, pour répondre à votre question, la poétique relève de l'une des deux méthodes de répandre les excellences, étant entendu que la poétique est centrée sur la question de la métaphore. Et que de ce point de vue-là, de droit, la rhétorique et la poétique sont des méthodes employées par le Coran. Oui, Pierre Lechac. oui, je suis désolée, j'ai pas de caméra disponible, donc je peux pas apparaître. Mais bon, enfin, ici, j'ai pas de caméra, mais c'est pas très grave. Oui, donc vous avez, écoutez, je voudrais vous remercier d'abord pour votre exposé qui était extrêmement intéressant, évidemment. Donc, il y a d'abord le problème de la traduction, qui effectivement est un petit peu gênant, puisque nous, on entend du français, alors on entend les excellences, les excellences, ce serait, disons, intéressant de savoir à quel mot vous vous référez, disons, en arabe au mieux, en hébreu au pire, ou sinon en hébreu, ou sinon en grec. Puis il y a l'histoire de la guerre civilisatrice. Alors le mot civilisatrice, juste, bon là aussi, c'est des traductions, c'est difficile à apprécier. Mais plus, disons, de manière, il y a beaucoup de mots que vous n'avez pas prononcés et qui sont sous-jacents. Le premier étant le mot révélation. Donc donc il y a, pour aller au fait,
quel serait le rapport entre une guerre civilisatrice et une guerre tout simplement prosélyte, puisque vous n'avez pas prononcé le mot de prosélytisme, mais il vient quand même à l'esprit. Et puis d'autre part, est-ce que vous pourriez nous dire un peu pourquoi, dans son métier de cadi, Averroès en est quand même tenu en principe à la tradition malékite et comme vous l'avez dit, aux versets de Médine, aux versets les plus dire, agressifs ou les plus guerriers. Donc, donc voilà, le prosélytisme, et d'autre part, quel est son rapport réel avec la tradition malékite, et est-ce que en fait il y avait de sa part une prudence politique qui d'ailleurs ne lui a pas tellement réussi dans la vie, ou alors est-ce qu'il y a un vrai accommodement entre une forme de platonisme ou une forme que serait-elle, même s'il était, comme vous dites, anti-hélénocentrique, et puis cette tradition malikite qui est quand même un peu en principe à l'opposé de l'usage de la raison dans l'application de la charia. Voilà, ça serait ça, en gros. Oui, pour les questions de vocabulaire d'abord, l'excellence, là, il ne fait pas de doute, je pense que par excellence, derrière tout ça, il y a le mot de fadila. Le fada'il, c'est le mot très courant dans tous les textes, donc, qui exprime justement ce qui est l'excellence, ce qui peut être théorique ou pratique. Pour les termes de guerre juste et guerre civilisatrice, c'est un peu par provocation que je dis. En fait, lui dit guerre juste au sens où elle répand les excellences, elle sert à la diffusion des excellences telles que définies par Aristote, n'est-ce pas, dans le monde. Donc, il emploierait probablement pour guerre juste le terme de al-adila, quelque chose de cette sorte. Pour la révélation, il ne parle pas de révélation dans ces textes. Peut-être dans le traité décisif, il peut Ash-Sharia, mais c'est la loi, Ash-Sharia, la loi religieuse. C'est notre loi, la loi religieuse, la Sharia. C'est un terme qui est très fréquent, notamment aussi dans son commentaire moyen à la rhétorique d'Aristote, quand il a parlé de la loi musulmane, c'est Ash-Sharia. Donc la loi qui est révélée. Et maintenant, pour les questions, les deux questions. Bon, alors, les rapports entre guerre civilisatrice et prosélytisme. D'un point de vue, sa théorie de la guerre est essentiellement fondée sur l'analyse, sur sa connaissance des doctrines platoniciennes et aristotéliciennes des excellences, qu'il pense être une analyse d'ordre rationnel. Elle est aussi fondée sur cette idée que tous les êtres humains, et ça j'ai insisté sur ce point, méritent d'être excellents. Donc en ce sens-là, c'est une guerre, du point de vue philosophique, une guerre qui diffuse la connaissance et la pratique des excellences. Mais une connaissance qui peut être d'ordre pleine connaissance démonstrative, mais aussi rhétorique. Donc, voilà pour la question. Alors maintenant, prosélytisme, ça ne marcherait que si on ne considère que la guerre telle que prônée par le Coran et le Hadith. Ça, c'est du prosélytisme. Mais justement, lui pense que la loi musulmane étant, et je pense qu'il le croit, étant la meilleure image pour le peuple, pas pour les philosophes, pour le peuple, la meilleure représentation symbolique de la loi philosophique, le djihad qui est une loi musulmane, est une image de la guerre au service des excellences. Donc, son but n'est pas le djihad est a un but prosélyte, mais dans la mesure où le prosélytisme musulman est au service de la vérité philosophique. Encore une fois, il pense, je crois sincèrement, que l'islam est la religion la plus proche de
la plus proche pour les masses de des constructions philosophiques. Maintenant, son rôle de cadi, oui, il ne faut pas penser, Averroès, je ne crois pas qu'il a été, que ça ne lui a pas réussi. C'était le plus grand magistrat d'Espagne. Pendant presque toute sa vie, il était comment dire, le favori des princes, très jeune. Et jusqu'à la fin, il y a eu un petit épisode à la fin de sa vie, de quelques mois d'exil, sur lesquels le calife est vite revenu. Et Averroès a été rappelé à Marrakech, où il est mort à côté du prince. Donc, c'est comme dit un de mes collègues, il le compare à Hegel dans l'État prussien, c'est le Hegel de l'État almohade. Donc, ce n'était pas, c'était vraiment l'idéologue peut-être des Almohades. Maintenant, alors comment il faisait comment il travaillait comme cadi tout en ayant ses convictions philosophiques? C'est très ça. C'est fondé sur sa doctrine elle-même, le droit musulman. Le peuple n'a aucun droit à la vérité philosophique. Ceux qui divulguent la vérité philosophique au peuple le divulguent à des gens qui ne comprennent pas, qui entraînent des dissuasions, la fitna dans le peuple, et donc ils méritent la mort. Pour Averroès, comment dire, le philosophe qui divulguerait les vérités philosophiques au peuple mérite la mort. Avec le peuple, il faut employer un discours et des pratiques qui sont conformes et utiles au peuple. Et ces pratiques, la meilleure pratique, c'est la charia, la loi musulmane. Donc, comme qu'a dit, il a appliqué très strictement la loi musulmane. C'est ce qui apparaît dans son grand livre de la Bidaya al-Mujtahid, qui est son livre d'Irtilaf. Je ne vais pas entrer dans les détails, dans un livre de droit, et dans son livre de théorie du droit, qui est le Talkhis al-Mustasfa, qu'un de mes anciens étudiants a publié et traduit maintenant chez De Gruyter, M. Ziad Bouakel. Donc, dans ses œuvres juridiques, il est tout à fait un fakir, un juriste, d'obédience malékite, mais il lui arrive d'accepter d'autres doctrines que le malékisme. Mais il n'a pas de problème à cela, à mon avis. Il n'y a pas de problème à cela, puisqu'il considère qu'il y a ce qui vaut pour le peuple, qui est la loi musulmane, et ce qui vaut pour le philosophe, qui est l'aristotélisme. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup et je m'excuse de ne pas pouvoir apparaître par manque de caméra. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, une autre question, une autre remarque. Je lis sur le chat qu'André Lax souhaiterait poser une question, qu'il n'hésite pas. Oui, vous m'entendez? Oui. Et peut-être vous pouvez ouvrir votre caméra. J'essaye. Ça n'a pas l'air de marcher. Bon, ben, je suis désolé. Nous procédons. Ouais, je suis désolé. Là, vous me voyez, non? Non, mais je vous entends, Monsieur Lax. Excusez-moi. Merci beaucoup, Monsieur Awad. Deux brèves questions. Je serais intéressé de savoir si dans la tradition arabe, il y a une connaissance de la suite de la République et du Timée, qui est le Critias, c'est-à-dire la guerre, ou Timée-Critias. C'est-à-dire parce que si on cherche une guerre chez Platon qui ressemble à quelque chose comme, non pas, bon, une guerre de la vertu contre le mal, c'est là qu'on la trouve, non? Donc, ça serait intéressant de savoir quelle est la relation, si elle existe. Et l'autre chose, c'est est-ce que ce que vous avez dit de la guerre, donc dans le résumé de la République, a à voir quelque chose avec le résumé des lois? Parce que le texte de Platon, où on trouve une réflexion sur la finalité de la guerre, c'est le début des lois, en fait. Et donc, c'est pas du tout développé dans le sens où vous l'avez dit, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant qui est que la finalité de la loi, c'est la paix. De la guerre, c'est la paix. Et donc, je me demandais s'il y avait une
une connaissance et une exploitation dans un sens ou dans un autre. Oui, excusez-moi, ce sont j'avais dans mon exposé, j'avais prévu d'en dire un mot, mais par faute de temps, je n'ai pas développé. Je n'en ai même pas parlé des lois et du Critias. Le passage des lois, je l'ai ici. C'est dans les premières pages des lois, hein, j'ai pas la... Oui, mais je vais le retrouver là parce que j'ai... Bon, peu importe. Écoutez, pour les lois, comme je n'en ai pas vraiment, je n'ai pas insisté sur les lois Critias parce que ces textes, disons, ne semblent pas connus d'Averroès. Les lois, il y a un abrégé des lois, encore une fois, on attribue tout à Galien. On pense que les Arabes ont connu les lois par Galien. Et pour Critias, pour le Critias, oui. Et donc, Critias, je ne pense pas qu'il ait été connu des Arabes. De toute façon, c'est Goutas, dans son article sur Platon, dans le dictionnaire des philosophes antiques, explique ce qui a pu être plus ou moins connu des Arabes. Donc, finalement, je n'ai pas tellement insisté parce que c'est des textes qui ne semblent pas avoir été connus d'Averroès. En tout cas, il ne les a pas utilisés ici. Voilà, je retrouve le passage dans les lois. Bon, le résumé, Clinias y affirme qu'il est dans la nature des États, des villages, des familles et des individus dans leur rapport avec d'autres individus ou avec soi-même de se faire continuellement la guerre. Et il en tire comme conséquence que le but des lois, et ce que vous dites, est de gérer la guerre. L'Athénien ne répond pas directement au premier point, mais soutient que le but des lois, c'est les excellences dans leur ensemble, suivant une hiérarchie qui met au premier rang la pensée et donc la paix. Là aussi, il n'est pas question de guerre civilisatrice. Il n'y a pas de guerre civilisatrice chez lui, mais voilà. Mais effectivement, si on avait une connaissance plus exacte de ce que connaissait Averroès, mais pour le moment, on ne sait pas plus. On pourrait au moins dire, au moins en conclure que Averroès n'a pas été totalement juste envers Platon, oui, en s'appuyant seulement sur la République. Mais je ne peux pas aller plus loin. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais savoir. Merci. Je vous en prie. Merci à tous deux. D'autres questions, d'autres remarques? Oui, j'aimerais bien poser une question. Je vous en prie. Madame Mohafa d'Allemagne. Bonsoir, Monsieur Awad. Permettez-moi de poser la question en anglais parce que c'est plus facile pour moi. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre caméra? Oui, je vais essayer. Voilà. Voilà. C'est bien elle. Alors, ma question est, what I wanted to say is, in a way, push your analogy of Averroes being the Hegel of the Almohads. And in that context, and I think you're right to contextualize him, obviously, in that sense, I was wondering if we could push it further and say that this is a mission civilisatrice for the Almohads and not necessarily a universal, in the universal sense of Islam, but rather as a specific project. And my second question, which is rather a comment or maybe just an idea that when you emphasize the importance of marriage as the most basic natural law for the city, it reminded me of Avicenna's The Healing in Shifa, where he also starts with the question of marriage as
the essence of any city, because he links that to inheritance and money. For him, these three aspects in marriage are really central for the development of the city. And let me thank you again for this brilliant talk. Obviously, you're preaching to a convert, because I've often enjoyed these reading your works over the years. So thank you. Je vous remercie. D'abord, la comparaison avec Hegel, elle vient de Dominique Urvois. Donc, c'est lui qui est le premier à l'avoir en fait. Alors, est-ce que cette comparaison est-ce que finalement Averroès a cette doctrine de la guerre en raison de ses liens avec le régime almohade? Vous sous-entendez que le régime almohade était un régime particulièrement guerrier. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que l'important pour lui, c'est la loi, c'est la charia, n'est-ce pas? C'est son statut, sa doctrine. C'est un juriste, n'est-ce pas? Son père est un juriste et son grand-père est le plus grand, jusqu'aujourd'hui, la principale référence malékite au Maghreb. Averroès lui-même, n'est-ce pas? Le nombre de manuscrits. On n'a presque pas de manuscrits philosophiques d'Averroès dans les bibliothèques du Maghreb, mais ses livres de droit, surtout la Bidaya, sont très nombreux, et ceux de son grand-père aussi. Donc, c'est avant tout un juriste qui connaît bien la doctrine du djihad telle qu'elle a été développée, et donc pas les juristes, et qui donc pense qu'elle a une signification importante. Et il cherche à l'harmoniser avec sa doctrine philosophique. Je ne pense pas que ce soit disons que la motivation philosophique la plus profonde soit son amitié avec les Almohades. Maintenant que celle-ci est aussi un peu plus jouée, probablement. Vous savez très bien qu'Averroès devant le calife, quand le calife est venu en Espagne et a dû mener le djihad contre les provinces, contre la partie chrétienne de l'Andalousie, avant d'aller au combat, il y a eu un grand prêche à Cordoue, et celui qui a fait le prêche appelant au djihad, c'est Averroès. Donc certainement, il y avait ce rapport avec les Almohades, mais ce n'est pas, disons, philosophiquement sa motivation la plus profonde. Sa motivation la plus profonde, c'est la loi. Maintenant, concernant le mariage, alors oui, le mariage est très important pour Avicenne aussi. Pour Averroès, le mariage est important les lois du mariage, en ce sens que, aussi bien dans la cité excellente que dans la cité musulmane, les lois du mariage sont des lois qui vont à l'encontre, en quelque sorte, des tendances naturelles de la famille. Par exemple, les lois de l'héritage. On ne peut pas léguer n'importe quoi à n'importe qui dans sa famille. Il y a des règles, n'est-ce pas? Et donc, c'est l'intérêt de la société qui prime, n'est-ce pas? Aussi bien, mais cet intérêt est compris différemment dans la cité excellente et dans la cité musulmane, mais il n'empêche que les lois du mariage illustrent la supériorité de l'État sur la famille. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Yes. Merci. Merci. Je vois que Jodat est apparu à l'écran pour poser une question. Sans aucun doute, nous vous écoutons. Merci Pierre et merci M. Arouad pour votre intervention vraiment très éclairante sur cette question-là. J'aurais en fait deux questions à vous poser. La première, je pense que vous allez vous en douter, c'est un rapport avec la question de, non pas directement la référence à Farabi par Averroès, mais un peu plus haut dans la fin de l'alinéa 20. Donc cette phrase-là sur l'esclavage, si cette excellence ne peut pas être établie en eux, ils méritent la mort ou l'esclavage et leur rang dans la cité sera celui des bêtes abruties. Cette phrase est assez intéressante, je trouve, parce que d'une part, on sent quand même l'influence de Farabi derrière. C'est dommage qu'on n'ait pas l'arabe pour voir jusqu'à quel point elle est présente, mais je suppose que même bête abrutie, ça doit traduire
donc qui viendrait de Farabi. Mais en même temps, il me semble qu'il y a une sorte de divergence entre Farabi et Averroès sur la question de l'esclavage, ou du moins, pour moi, la position d'Averroès n'est pas très claire, parce qu'il ne me semble pas qu'il en parle vraiment dans l'abrégé de la République, parce que pour Farabi, il y a un naturel esclave, qui s'explique par la physiologie, le tempérament de certaines personnes fait qu'elles ne peuvent pas parfaire leur intellect, et donc ces gens-là, on doit, dans les meilleurs des cas, en faire des esclaves, sinon les tuer. Oui. Est-ce que chez Averroès, finalement, l'esclavage est lié à... Est-ce qu'il y a un naturel non, l'esclave je pense pas que là, je n'ai pas l'impression, justement. Je ne pense pas. Il faudrait très bien revoir tous les textes si parfois il ne se contredit pas. Mais la tendance n'est pas à reconnaître un esclavage naturel, n'est-ce pas? Pour lui, mais vous savez très bien, le droit musulman reconnaît l'esclavage. Il y a de longs chapitres sur l'esclavage qu'Averroès commente dans son livre de droit. Mais ce n'est pas un esclavage naturel, n'est-ce pas? Parmi les compagnons du prophète, il y a des d'anciens esclaves, et les esclaves ont des droits, n'est-ce pas? Même, je viens de lire un article à l'intérieur de l'État islamique de Daesh, n'est-ce pas? Certaines esclaves chrétiennes assez raffinées ont demandé à voir sous l'État islamique des cadis pour leur dire nous avons des droits en tant qu'esclaves. Donc, pour lui, il n'y a pas d'esclave naturel, mais il y a un esclavage conventionnel. Maintenant, sur le rapport à Al-Farabi, oui, effectivement, je l'aurais dit dans la partie, mais pas pu, dans la partie que je comptais donner, mais que je n'ai pas pu développer. Pour Al-Farabi, il y a une guerre civilisatrice, entre guillemets, mais il n'y a pas cet universalisme qu'on trouve chez Averroès. C'est-à-dire, pour Averroès, tout, et en cela, il est proche du hadith. Je suis venu pour le rouge et le noir. Tout être humain a droit à la guerre. Tout être, chez lui, et il n'y a pas, en tout cas, je sais pas, dans les textes de Farabi que je connais, il n'y a pas de critique explicite de l'hellénocentrisme de Platon. Mais il y a en revanche chez Farabi la doctrine des deux méthodes de diffusion des excellences, la persuasion et la guerre. Voilà. Oui, effectivement, je pense que c'est probablement la grande différence. Peut-être que ça provient de l'influence de l'islam sur Averroès qui serait peut-être un peu plus fort. Oui. Il y a effectivement la guerre juste, mais il y a des situations où ça ne sert à rien, finalement, de former ces gens-là à la vertu. Oui. La deuxième question concerne, je sais bien qu'effectivement... Pardon. Oui, je vous en prie. Oui. Oui, donc je sais bien qu'effectivement, il y a cette division entre Averroès, le juge, et Averroès, le philosophe, et donc entre la Bidaya et dans le cas précis, l'abrégé de la République. Mais est-ce qu'on peut vraiment déceler aucune influence entre ces deux domaines dans justement le Bab el-Jihad c'est une question de curiosité, de simple curiosité, donc dans le Bab el-Jihad de la Bidaya. Je ne crois pas dans le Bab el-Jihad, mais dans un paragraphe final vous savez, dans un paragraphe final de la Bidaya, il essaie de attacher le droit à la doctrine aristotélicienne du bien, n'est-ce pas? Mais pas dans la Bidaya. Maintenant, dans sa pratique, il semble qu'il était malgré tout influencé par sa philosophie. Il y a ce fameux jugement qu'il aurait donné où on lui aurait, c'est un peu anecdotique, on lui aurait soumis à lui ou à son grand-père, mais probablement à lui, le cas d'une personne qui se disait d'un ancien chrétien, évêque chrétien, qui se disait musulman. Et donc, vous savez, on peut rester chrétien, mais devenir une fois musulman, on ne peut pas redevenir chrétien. Et chez qui on aurait retrouvé dans une petite pièce du pain, du vin, tous les signes de la consécration de l'hostie. Et Averroès, dans son jugement, aurait dit que tout ça n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve. Il a gracié la personne. Donc,
est-ce qu'il y avait chez lui une tendance? Alors là, ça relèverait plutôt dans ce qu'il considérait comme l'équité. Si on revient à l'équité et de tenir des circonstances. Mais ça, c'est dans sa part, dans sa doctrine, dans ses idées sur le droit tel qu'exprimé dans sa rhétorique philosophique. L'équité doit tenir compte des individus, des personnes, être clémente, etc. Alors, dans sa pratique, peut-être ne pouvait-il pas établir des rapports entre les deux, mais doctrinalement, non, il distingue les champs, il les distingue. C'est deux publics différents. Oui, je vous en prie, j'entends quelqu'un. If I may jump in, Monsieur Awad, I think you, in one of your articles, you do refer to in Averroes's commentary on the Nicomachean Ethics. He does refer to the theory of jihad from a legal perspective, and he says that actually even that based on maslaha, there are certain cases where jihad is not needed, but there are cases where it's needed. So it's contextual in a certain way. I think you discussed this somewhere. I can't remember. But I just wanted to. Yeah, about the maslaha, perhaps in the rhetoric. Yeah, yes, perhaps, but it's not a major trend of his book. It is in his perhaps in philosophical passages he says something like that. But I don't think that it's very clear. One finds in his juridical book something very important on this question. But I may be wrong. Perhaps we will find passages that, but it's not the major trend. You know, it's not the major trend. Merci. Reste juste quelques instants pour une dernière et courte question. Bien. Je vous remercie, Maroun, de cette conférence extrêmement complète et tout à fait dans l'esprit de ce que nous essayons nous-mêmes de transmettre à travers le séminaire. Alors, je vous donne rendez-vous sans solution de continuité, sans rupture, la semaine prochaine, lundi 1er janvier, et nous allons passer, si j'ose dire, de la guerre à l'amour, puisque nous aborderons le nouveau programme, le programme du deuxième semestre consacré à l'amour, et ça sera notre collègue et ami Luc Brisson qui ouvrira ce nouveau cycle avec un exposé intitulé Eros dans l'orphisme. Et donc je vous dis à lundi prochain et encore mille merci Maroun de ce travail que vous nous avez offert si généreusement. À très bientôt.